le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Retrouvez la deuxième partie de l'interview de Jean-Luc Chauvin dans le podcast Déclic comprendre les transitions. La transformation managériale, la transformation environnementale et enfin la transformation numérique. Là aussi, la digitalisation est un levier de compétitivité aujourd'hui, mais elle peut être aussi source de fractures pour certains territoires. Vous accueillez dans vos locaux notamment le Reality Lab et la French Tech. Vous avez une équipe d'experts au sein de la Chambre en transition numérique, en cybersécurité. Comment, là aussi, la Chambre de commerce accompagne les entreprises du territoire en matière de transformation numérique? Alors, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les rôles des chambres de commerce, il y a les rôles de détection des nouvelles tendances et de sensibilisation, information, information, je ne sais pas comment on va le dire, information et action derrière, des entreprises. Grosso modo, les grandes tendances. Nous, on est parti d'un constat assez simple, qui s'est accéléré avec le Covid, mais dès 2018-2019, on s'est rendu compte que les grandes entreprises, les deux pays, les grands groupes, commencer à s'intéresser à l'arrivée sur le marché de nouveaux outils numériques, à base d'intelligence artificielle notamment, pour faciliter le travail, la recherche, l'accélération, et peu les TPE-PME. Et donc, on a décidé de créer ici, on a été les premiers en France, on a ouvert en 2021 à cause du Covid, sinon on aurait pu ouvrir en 2020, un lab, c'est-à-dire un lieu pour accueillir les TPE, les PME, pas seulement les grands groupes, pour les sensibiliser, pour leur faire voir qu'il existe des solutions à leur taille, à leur maille, qui ne soient pas très coûteuses et qui soient utilisables. Et pour leur faire voir à la fois qu'on est sur un territoire où il y a un écosystème de start-up ici, dans le numérique, mais aussi dans d'autres territoires, qui peuvent leur apporter des solutions concrètes. À la fois pour le commerçant, gestion de son stock, effet de préparation de ses annonces des réseaux sociaux, relance de ses fichiers clients, meilleure connaissance, gestion des commandes, tout ce que vous voulez, à moindre coût, et qu'en fait, c'est comme les réseaux sociaux, on était déjà sur ce sujet du numérique, c'est pas plus compliqué que ce que l'on fait pour nous que de le faire pour son entreprise. Et là aussi, il y a un gap générationnel. Les digital natives, comme on dit, ils sont nés avec, ils savent faire. Et puis, les gens plus âgés, les commerçants, peut-être qui sont en fin de carrière, sont plutôt nés à l'époque où il n'y avait même pas vraiment l'utilisation de l'ordinateur tous les matins pour faire sa vitrine, il y avait encore des étalagistes et autres. Et donc, voilà. Et nous, ici, on a vocation à faire ces diagnostics 360 de l'utilisation numérique. On a vocation à accompagner les entreprises. Alors, j'ai parlé des commerçants, mais c'est exactement pareil pour les TPE, les PME, dans le service, dans l'industrie ou autre. Et donc, dans l'industrie, peut-être, c'est la maintenance prédictive qui doit prendre le pas. En réalité, on est là pour ça. Et donc, le fait d'avoir créé ce lab qui est d'intelligence artificielle qui s'appelle le Reality, que l'on fait ici avec des grands players mondiaux, que l'on met au service des TPE, PME ou des ETI du territoire ou des grands groupes qui voudraient, des Google, des IBM, des Microsoft, mais aussi des startups. La Vitre, par exemple, qui est une startup qui vient de Nantes et qui permet de communiquer dans le monde entier en se voyant et chacun dans sa langue, en ayant une traduction simultanée, instantanée, c'est génial. Voilà. Mais d'autres, et puis avec quelques grands comptes, on a des gens avec Engie, Enedis, pardon. Excusez-moi, il faut que je ne dise pas de bêtises dans les partenaires, qui nous font voir aussi ensemble. Bref, tout ça fait matcher l'innovation, les startups avec les grands groupes, tout ça fait matcher au service des entreprises du territoire. À quoi ça sert? Fait voir ce que l'on peut faire, qu'est-ce que le concurrent, qu'est-ce que le voisin, qu'est-ce que le copain fait, et comment on peut le développer. Tout secteur d'activité, première chose. Deuxième chose, on a été les premiers en France à créer dans un établissement public de l'État, dans une chambre de commerce française, un lab, un espace dédié pour l'intelligence artificielle au bénéfice des entreprises. On est au début de cette révolution, mais c'est comme l'histoire de l'arrivée du numérique. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont faire la transition et qui vont survivre et développer, et il y a ceux qui vont la rater. C'est l'histoire de Kodak. C'est l'histoire de Kodak, de l'argentique et du numérique. Kodak n'a pas voulu parier sur le numérique, il a gardé l'argentique, il a disparu, il est mort, on est en train d'essayer de le faire renaître avec du numérique. Mais voilà. Et donc, on ne peut pas refuser ces transformations, sinon on meurt. Et à la fois, notre rôle, c'est de l'expliquer et c'est d'accompagner, parce que ces transitions sont aussi, on parlait tout à l'heure de transition environnementale ou managériale, au même niveau les numériques. C'est aussi des inquiétudes, c'est aussi des peurs, c'est aussi des changements profonds d'habitude chez les dirigeants, chez les managers et chez les collaborateurs.
Et donc, ça doit être partagé par tous pour être efficace. Donc, premier lab en France, dans un établissement public, première CCI. On fait partie des 300 ambassadeurs intelligence artificielle, enfin du plan ambassadeur IA de la France, qui a été lancé en juillet par le gouvernement. Et donc, voilà. Et on le fait avec des grands partenaires. Vous savez pas, mais je vais vous le dire, c'est ici que les équipes du Reality, qui ont un très grand niveau, avec les équipes de Google, ont écrit les ateliers d'intelligence numérique Google AdWords pour les diffuser à toutes les TPE-PME qu'on propose. Oui, on les a proposés de façon expérimentale sur notre territoire d'Aix-Marseille-Provence, puis après en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Google les propose dans toute la France. Et Google dit eux-mêmes qu'ils ont coécrit avec nous, avec les collaborateurs de la Chambre de commerce. Quelle fierté pour les collaborateurs, bravo à eux. Oui, vous qui parliez d'inspiration tout à l'heure, la Chambre de commerce de Marseille, elle inspire elle aussi d'autres territoires. Et du coup, avec Google, et du coup aujourd'hui, notre lab est en train d'être dupliqué dans plusieurs modèles, dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie, que ça soit à Nîmes, que ça soit dans l'Ouest, que ça soit probablement en Corse, on est en discussion ou ailleurs. On devient un peu un modèle, on est en discussion aussi avec la CCI de région Grand Est pour le développer sur tout le Grand Est. En fait, en réalité, sur ce rôle-là, on a un rôle d'éclaireur. Et comme on a détecté peut-être un peu plus vite que les autres, ou en tout cas on a décidé d'agir un peu plus vite que les autres, on devient grand frère. Et donc, si c'est possible pour une CCI d'Aix-Marseille-Provence de le faire, c'est possible pour d'autres. Sauf qu'ils vont pas réinventer le fil à couper le beurre, ils vont pas repartir à zéro. On a la brique qui existe, on la met à disposition pour que les entreprises de leur territoire puissent, y compris, accéder. Après, la difficulté, c'est toujours l'utilité. Vous savez, sur notre territoire, on a 151 000 entreprises, ce qui est colossal. Moi, quand j'ai été élu en 2016, il y en avait 94 000. Vous voyez le gap. Non. Et ce gap montre bien le dynamisme du territoire, mais montre aussi la difficulté pour une chambre de commerce et d'industrie d'aller toucher 151 000 entreprises. On ne peut le réussir que si on le fait avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des filières, l'ensemble des réseaux, avec toutes les fédérations, avec toutes les zones d'activité, avec tous les éléments. Parce que on met en œuvre un certain nombre d'outils qu'on met à disposition des réseaux qui les diffusent à leurs entreprises pour les utiliser. Voilà. C'est un travail collectif. Je suis très attaché à cette notion de travail collectif et très sincèrement, je pense que c'est la seule solution pour aller plus vite, pour accélérer. Pour accélérer. Parce que plus on va le faire, si on le fait nous, on va toucher par nos réseaux sociaux, par nos réseaux, par nos fichiers, par nos newsletters qui sont très lus et autres, mais enfin, on va toucher un certain nombre d'entrepreneurs. Et je suis certain que quand on le fait aussi avec les autres, on en touche d'autres en plus. On a un effet de contagion bénéfique, puisqu'on parle de transition et donc de coup d'avance à prendre. Parce que la réalité, c'est que quelle que soit la transition dont on a parlé, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit numérique, qu'elle soit managériale, soit on la prend et on prend un coup d'avance par rapport à celui qui l'a pas pris, soit on la prend pas et on prend un coup de retard, voire on disparaît. Voilà, c'est à peu près ça. Prendre le train en marche. Il faut monter dans les premiers. Le train, comme je dis, quand on est sur le quai de la gare, on n'est pas certain que le train passe deux fois. Donc quand il passe, il faut monter et il faut le prendre dans les premiers. Donc c'est ça, oser. Ça, c'est l'idée, l'action, c'est important. Et la Chambre de commerce, n'oublie personne, elle accompagne les PME, les petites PME, les startups, les grands comptes. Les grands comptes, les ETI. En fait, on est la maison de toutes les entreprises. Dans notre mission, dans le Code du commerce, notre première mission, c'est d'aider les entreprises à se développer depuis leur naissance jusqu'à leur transmission. C'est dans nos trois missions fondamentales. La deuxième, c'est de former sur le territoire, donc de permettre aux entreprises de trouver des collaborateurs qui soient formés pour se développer, pour pouvoir grandir. Et donc, c'est former aux nouveaux métiers, former aux nouvelles tendances, former aux nouvelles aspirations. Et le troisième sujet, c'est faire en sorte qu'on accompagne les collectivités territoriales, les collectivités locales, à prendre des décisions qui permettent de construire un territoire business friendly. Business friendly, c'est-à-dire favorable au développement du business. Et pour conclure, justement, vous me faites une belle ouverture. Selon vous, avons-nous réellement les atouts? On connaît un peu la réponse, mais pour devenir une forme de Californie française sur le territoire? Alors, d'abord, plusieurs choses. On connaît un peu la réponse. Encore faut-il la mettre en œuvre. Deuxième chose, c'est une remarque préliminaire. Californie française, c'est très intéressant ce que vous me dites, et je vais vous faire une confidence. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais lors de mon élection en 2016, en janvier 2017, je vais au CES de Las Vegas, donc temple de l'innovation mondiale. Et en allant au CES de Las Vegas, je décide de m'arrêter dans la Silicon Valley, en Californie.
CES étant Las Vegas, en Nevada, pour rencontrer des chefs d'entreprise. Et je rencontre des chefs d'entreprise ou des managers, des patrons de services qui sont de deux natures. Des Provençaux, expatriés qui vivent là-bas depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, pour leur demander comment ils voient la Provence natale, donc notre territoire. Et je rencontre des chefs d'entreprise américains ou d'ailleurs dans le monde, installés là-bas, pour leur dire comment ils nous voient. Et je rentre donc en janvier 2017, 2 mois et demi après mon élection, en ayant en tête une chose qui m'a été dit par ces patrons provençaux expatriés là-bas ou par ces patrons de là-bas qui regardent ici, ou comment ils voient ici, c'est qu'en fait, on est la Californie d'il y a 50 ans. Il nous reste à choisir, ou 60 ans maintenant peut-être, il nous reste à choisir quels sont nos sujets de prédilection pour créer la richesse et le développement plus tard. Pourquoi on est la Californie? Parce que on a le climat, on a la proximité avec la Méditerranée, on a les infrastructures, les ports, aéroports ou autres, on a les universités, et il faut qu'on choisisse. Eux, ils auraient choisi la microélectronique, et puis ils ont évolué sur l'intelligence artificielle, le service, l'usage, l'ubérisation de l'économie, comme on le dit aujourd'hui. Ben voilà. Nous, il faut qu'on choisisse. Pour eux, on est au cœur d'une zone géographique qui s'appelle Europe, Méditerranée, Afrique. Dans un lieu sécure. Pour les Américains, sécure, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des équipes, des collaborateurs avec leur famille s'installer ici, qui pourront continuer à faire leurs études, qui pourront continuer à avancer, et qui pourront se déplacer tout autour de ce territoire que j'ai évoqué, Europe, Méditerranée, Afrique, parce qu'on a ce hub aéroportuaire avec l'aéroport de Marignane, parce ils pourront faire entrer des marchandises. Ce constat-là, et c'est très drôle que vous appeliez ça la Californie, d'accord? Française. La Californie française, moi je pense que c'est même la Californie de l'Europe. Voilà. Ce constat-là m'a été annoncé comme étant une évidence dès le début d'année janvier 2017 par les gens qui sont eux-mêmes en Californie. C'est eux-mêmes qui nous comparent à cette zone-là. Et donc oui, vous avez raison de l'appeler ainsi. Donc oui, on a des atouts. On a notamment des atouts avec des filières. On a une économie mondiale, on a des filières existantes, mais on a aussi des filières d'avenir très fortes. Au moins 3. Tout ce qui tourne autour de la décarbonation et donc l'industrie décarbonée, tout ce qui touche autour de la production respectueuse de l'environnement, on a un vrai sujet. La production d'énergie décarbonée, on est très placé là-dessus avec ITER, on n'en parle pas assez, avec l'énergie atomique, avec l'énergie hydraulique de la Durance, avec le photovoltaïque, avec aussi l'éolien offshore. On a tout ce mix. La deuxième filière, c'est le numérique. Parce qu'on est la 5e métropole mondiale connectée en matière numérique avec data centers, et ça va continuer à se développer. Avec les data centers dont on en parle beaucoup. Beaucoup, mais sur le pas. territoire, peut-être moins sur le national, mais... Beaucoup sur le territoire, parce qu'en fait, en France, il y a 2 zones importantes en matière de data center. Il y a la plaine Saint-Denis et ici. Et on a l'avantage, nous, d'être à l'atterrage du câble, l'arrivée depuis la mer, et on a la chance. En gros, c'est un peu la même histoire que l'histoire de la logistique au XVIIIe siècle. Du transport de marchandises du XXe siècle. Le port, c'est l'emplacement qui permet de construire et de faire. Et donc, il ne faut pas voir dans les data centers, dans les débats, puisque vous évoquez les débats, seulement des contraintes, seulement de la consommation d'énergie. On n'a qu'à être de mettre des normes pour être de plus en plus vertueux. Et on le voit bien, ça se fait naturellement, parce que les chefs d'entreprise et propriétaires de data centers ne sont pas complètement stupides, ils voient bien que les clients le souhaitent, ils voient bien aussi que c'est leur intérêt. Et donc, on va avancer, mais il faut surtout pas arrêter, parce que derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est toute la filière d'utilisation des données. Et quoi qu'il arrive, cette filière, si on ne la crée pas ici, elle se créera ailleurs. Et donc, on a une chance avec le numérique en créant cette filière d'utilisation de la donnée pour faire de la maintenance prédictive, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, pour faire fonctionner les objets connectés, pour prédire des modèles d'utilisation grâce aux données qui seront stockées, aux millions de données. Et l'ordinateur quantique va encore accélérer tous ces sujets. Donc, première filière, la décarbonation. Deuxième filière, le numérique. Troisième filière, l'immunologie, la santé d'une manière générale, et en particulier tout ce qui sont les nouvelles technologies autour de la santé pour soigner, la nouvelle façon de soigner les gens avec l'immunologie, le travail à la fois sur l'oncologie en immunologie qu'on sait, mais aussi maintenant les nouvelles formes d'immunologie qui vont soigner des maladies différentes, des maladies auto-immunes, des maladies orphelines, mais aussi des maladies du quotidien, virales ou autres, qu'on pourra soigner par la réaction, parce que l'immunologie, c'est finalement faire réagir le corps pour produire les anticorps nécessaires ou pas à telle ou telle maladie. Là-dessus, on est très en pointe avec Eurobiomed, tout ce qui s'est passé autour d'Eurobiomed. Alors, je vous ai parlé des grandes filières. Hein. L'énergie, c'est plutôt le pôle de l'Arbois, c'est plutôt
Le numérique, ça peut être à la fois The Camp, il y a d'autres d'autres campus qui vont se créer ici. C'est aussi une partie je dirais peut-être à Théodora ou pour Remède ou autre. Et enfin, l'immunologie, c'est plutôt Lumini, avec la première université francophone. C'est gros campus. La première université francophone ici, 80 000 étudiants. Voilà. Et donc, l'AMU, qui est présente à la fois sur toutes les thématiques que j'ai évoquées d'avenir, avec des laboratoires de recherche ou autres. On est le deuxième centre de recherche français avec le CNRS en dehors de Paris, enfin, dans la région du Grand Paris. Et donc, on travaille sur tous ces sujets. Et donc, l'immunologie, c'est ici que dans les 15-20 dernières années, on a fait les plus grosses découvertes. C'est ici qu'on a fait les plus grosses levées de fonds. C'est ici, dans cette immunologie en oncologie ou ailleurs, que l'on a fait les plus grosses ventes pour mettre sur le marché des candidats médicaments. Je vous rappelle les Trophos, des Inéformat et autres et autres. Et donc, on a cette capacité ici. C'est pas un hasard si on a fait partie des 5 sites français qui ont été choisis pour le plan France 2030 en matière de santé et d'immunologie, avec la création du MIB et 95 millions d'euros d'investis par État. Ces 3 thématiques-là, qui sont les thématiques d'avenir, en plus de celles qu'on a déjà, d'économie monde, d'économie de la logistique, d'économie des services, d'économie de commerce, très importante, voilà, font que ce territoire est probablement, oui, vous avez raison, la Californie de la France, moi j'ai envie de dire de l'Europe. De l'Europe. Maintenant, il nous faut à la fois se le dire, mais il nous faut aussi se donner les moyens de le faire. Donc, il faut adapter le territoire, créer les infrastructures qui vont bien, attirer, créer les formations. On manque réellement d'ingénieurs. Voilà. On est déjà une économie monde sur la ville de Marseille. On est déjà une ville monde sur la ville de Marseille parce qu'on est une ville portuaire, mais on est aussi une ville attractive pour les générations un peu plus âgées, avec Aix, avec Salon, avec Aubagne, avec, voilà. Et donc, on a ces vents. Avec l'industrie autour de Fos, on a beaucoup de chance. Faut-il encore qu'on arrive à avoir ce petit élément important, l'énergie décarbonée en quantité suffisante, parce que sinon on a plus de 20 milliards d'euros de projets à venir d'ici 15 ans, et donc cette fameuse ligne THT, pour laquelle au passage je profite de l'audience que vous m'accordez. Je dis qu'on a beaucoup de débats, il faut protéger l'environnement, et c'est bien naturel, et cette ligne THT, il y en a une qui existe déjà, qui passe déjà en Provence, qui n'est pas suffisante pour alimenter la Provence, qui passe à Saint-Rémy-de-Provence dans les Alpilles. Elle est ni contraignante en termes de visu, elle n'a pas complètement fait reculer le territoire, parce que ce soit l'agriculture, que ce soit l'agritourisme, que ce soit le tourisme, c'est un des lieux privilégiés de notre département. En matière immobilière, ça n'a pas empêché les prix de gonfler. Et les oiseaux qui passent sur la Camargue passent au-dessus de cette ligne, donc je ne vois pas en quoi les oiseaux n'arriveraient pas à passer une future ligne et passeraient celle-là sans qu'il y ait de problème. Je crois qu'on a tous des peurs, on veut tous protéger. Sur le débat qui est né sur ce territoire, il y a un débat probablement légitime, mais qui est souvent mal compris quand on regarde la réalité avec cette ligne 410 volts déjà existante. Et on sait qu'on a besoin aujourd'hui de faire une boucle pour sécuriser l'approvisionnement, pas seulement de l'industrie, mais de toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de toutes les utilisations, de notre future climatisation de plus en plus importante avec le réchauffement, de nos voitures électriques de plus en plus, de nos usages bus et autres électriques. Voilà. Et donc, c'est une petite parenthèse, je me permets de le rappeler parce que personne ne le dit comme ça, mais il y en a déjà une qui passe et pour autant, il n'y a pas de carnage, ni de catastrophe, ni sanitaire, ni environnementale, ni au contraire. Tout se passe assez bien, l'agriculture se développe dessous, le tourisme, et je rappelle qu'à Saint-Rémy-de-Provence, où la ligne passe notamment, c'est la ville la plus chère des Bouches-du-Rhône. Notre territoire qui a beaucoup d'atouts, les enjeux sont grands et la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence vous accompagne sur toutes vos transformations, sur tous ces enjeux-là. Merci beaucoup, Monsieur Chauvin, pour toutes ces expertises et votre regard sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour votre série de podcasts. Et oui, annoncer des bonnes nouvelles à tout le monde et se les approprier et les diffuser, c'est notre devoir à tous. Voilà, donc c'est ce qu'on fait ici, accompagner les entreprises en leur faisant prendre conscience de tous les atouts positifs que le territoire a, mais qu'elles ont aussi pour construire ce territoire, parce que c'est la somme de toutes les actions de nous tous qui construisent ce territoire si radieux dont on vient de parler. Merci à tous. Merci beaucoup.